Bon, ben, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Bérénice Roy-Doré, je suis doyenne de l'UFR Santé, je suis, professeure de génétique et dans ce cadre-là, bah, je suis surtout directrice du centre ressources TESAF. TESAF, ça va être trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et au sein d'une structure qui est le centre ressources TESAF. Le centre ressources TESAF, c'est une structure qui est portée par la Fondation Père Faveron et qui travaille en partenariat avec le CHU, avec des financements très importants au niveau de l'ARS de La Réunion, que je remercie, et également de structures nationales comme la MILDECA. Donc l'objectif, c'était de pouvoir vous présenter ce que sont les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, pourquoi on appelle ça comme ça, les TSAF, est-ce que c'est fréquent, pas fréquent, comment on les repère, comment on les diagnostique, et puis ben, est-ce que ça vaut le coup de les repérer, de les diagnostiquer, parce que est-ce qu'on peut faire quelque chose? À La Réunion, on en parle beaucoup, est-ce que c'est vraiment un gros problème à La Réunion, plus qu'en métropole, ou pas? On va essayer de voir tout ça. Alors, cette diapositive, j'aime bien commencer par elle. C'est une diapositive importante parce que c'est pas forcément quelque chose qui fait sens, alors que pendant la grossesse, s'il y a bien un produit qui est dangereux, extrêmement dangereux, on le reverra pour la femme elle-même, pour la grossesse également, et bien sûr pour le futur bébé à naître, c'est l'alcool. Et là, je vous ai mis un certain nombre de produits qui peuvent être consommés, des produits qui peuvent être licites, d'autres illicites, des produits qu'on a parfois tendance à appeler drogue. L'alcool, curieusement, alors qu'il a toutes les caractéristiques d'une drogue, très souvent, on le met à part. Mais de toute façon, pendant la grossesse, l'alcool, c'est le produit le plus dangereux. Je ne dis pas que fumer des cigarettes, c'est quelque chose on va conseiller en tant que professionnel de santé pendant la grossesse. Bien sûr que non. Mais le tabac ne génère pas de troubles cognitifs, ne génère pas de difficultés d'apprentissage, ne fait pas de malformation chez un futur bébé. Ah, il en est de même pour l'héroïne. L'héroïne, on va être beaucoup plus inquiet en cas de consommation d'héroïne pendant une grossesse. Je suis inquiète parce que cette femme qui va se piquer à l'héroïne, elle est dans la rue, elle est en dehors de nos systèmes de soins, mais l'héroïne ne génère pas de malformation chez un futur bébé. L'héroïne, le problème, c'est que cette dame, elle va peut-être accoucher dans la rue, hein, en dehors de nos systèmes de soins. Elle n'ira pas à l'hôpital, son bébé va faire un manque, va faire donc un sevrage, et à ce moment-là, c'est là où il y a le danger. C'est finalement quand il n'y a plus de produit que le danger est là pour le bébé. Donc le produit le plus dangereux pendant la grossesse, c'est donc l'alcool. Et on sait pourtant que malheureusement, encore en 2023, il y a plein de femmes qui, nous disent consommer de l'alcool pendant la grossesse, dans l'Hexagone ou à La Réunion, qui disent continuer à consommer alors qu'elles se savent quand même enceintes. Et on a à peu près plus de 30% des femmes, c'était une enquête qu'on avait réalisée pas loin d'ici, c'était sur le parvis du CHU à Belle-Pierre, 32% des femmes nous disaient il y a 3-4 ans, un peu plus, 4-5 ans, 3-4 ans, c'était la Covid, donc on faisait pas ça sur le parvis de Belle-Pierre, mais 32% des femmes nous disaient nous n'avons pas été informées de la dangerosité de l'alcool pendant la grossesse. Oui, on sait comme ça que ça doit pas être bon, mais savoir que c'est pas bon, c'est pas ça qui va faire forcément arrêter ou diminuer une consommation, en particulier chez des femmes qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne et pour lesquelles l'alcool est souvent un pansement. Alors, quand je parle d'alcool, il faut bien savoir de quoi on parle. L'alcool, c'est ce que je vous ai représenté. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas pointer. À droite, dans ces différents verres d'alcool, il faut bien comprendre qu'il y a, on va dire, la même quantité, hein. Et quand on parle d'alcool, je parle aussi bien de vin, de bière, de vodka, de rhum. Dans ces différents produits, il va y avoir une molécule alcool, éthanol, qui va être déjà tératogène, c'est-à-dire elle peut donner des malformations, et elle est toxique. Elle est toxique en particulier pour un organe qui va être le cerveau. Et dans ces différents verres qui sont les verres standards, quand on parle de il ne faut pas boire plus de 2 verres par jour, etc., ce sont ces verres-là.
hein, c'est-à-dire 12 centilitres de vin, 25 centilitres de bière à 4-5 degrés, pas de bière comme on voit sur les étals de nos supermarchés à 8 degrés, je ne mettrai pas de marque, à 16 degrés parfois, avec une dame qui nous dit je bois juste une bière. Ouais, mais une bière à 16 degrés, c'est pas la même chose. Donc l'alcool, pourquoi c'est dangereux? C'est parce que c'est une toute petite molécule, hein, qui va diffuser partout. Donc la femme consomme de l'alcool, ça arrive dans son œsophage, dans son estomac, dans les intestins laissent passer évidemment l'alcool, ça arrive dans le sang de la dame, son alcoolémie qu'on peut nous mesurer parfois va monter, et puis cette femme, elle est enceinte, donc elle a un organe en plus, c'est celui-là, qui s'appelle le placenta. Le placenta laisse complètement passer l'alcool. Il ne filtre pas. Le placenta peut filtrer un certain nombre de choses, des grosses molécules, certains médicaments, pas tous, vous le savez bien. Mais alors l'alcool, il laisse complètement passer. Ce qui veut dire que si maman a 2 grammes d'alcool dans le sang, bébé, il aura au moins 2 grammes. Il aura plutôt 2 grammes 100. Et comment ça se fait? C'est parce que maman, elle a tout ce qu'il faut quand même pour métaboliser l'alcool. Elle a un foie qui fabrique des enzymes. Ces enzymes, c'est des petits ciseaux qui permettent de couper l'alcool. Et puis ensuite, elle élimine son alcool en urinant. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il est en train d'essayer de construire son foie. Donc, il n'a pas les enzymes pour couper l'alcool. Donc, l'alcool, il reste tel quel. Le bébé, à partir de 3-4 mois dans le ventre, 4 mois, il est capable d'uriner. Il a des reins, il va uriner. Mais il va uriner, où ça? Dans sa cavité amniotique. Donc, dans le liquide amniotique, il y aura de l'alcool qui est resté tel quel et qu'il va pouvoir reboire, reconsommer. Hein, étant donné qu'à partir de 3-4 mois de grossesse, on voit très bien à l'échographie les mouvements de déglutition. Alors, je ne vais pas dire qu'un verre, ça va durer pendant toute la grossesse, comme ça, on vase clos. Bien évidemment, l'alcool va être métabolisé, éliminé au bout d'un moment, va diffuser à travers la membrane amniotique. Mais vous comprenez bien que ce futur bébé va être très longtemps, c'est-à-dire en contact avec un produit qui est extrêmement préjudiciable et qui va entraîner des malformations, des anomalies au niveau de l'expression des gènes, on va le revoir, des effets tout de suite neurotoxiques, c'est-à-dire que ça peut détruire les cellules, les neurones au niveau du cerveau, et puis des effets également au niveau vasculaire. Quand on construit un cerveau, il faut y mettre des vaisseaux dedans, et les vaisseaux de ce fœtus au niveau cérébral vont être également touchés. Alors comment ça marche? Hein, et qu'est-ce que ça va donner? En fait, on parle d'un ensemble de signes que l'on va résumer sous le vocable, un vocable un peu compliqué, mais qui est le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Avant, on parlait d'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fétale, même notre centre ressources. Il a commencé en 2016 et il s'appelait Centre ressources EDCAF. Hein, EDCAF, ça fait un peu caisse d'allocation familiale, ça fait pas très bon. Et puis, surtout, on a voulu suivre la dénomination anglo-saxonne, il faut bien le dire, qui est FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Et le mot important, c'est le spectre. Ça veut dire que quand il y a une consommation d'alcool, ça ne va jamais donner la même chose. Et ça, c'est perturbant. Quand on a, on va dire, un événement toxique, hein, et quand ça donne toujours les mêmes signes, c'est facile. C'est facile à reconnaître. On connaît bien. Quand ça donne pas toujours les mêmes signes, on l'a très bien vu avec la Covid, hein. Il y avait des gens qui faisaient des formes complètement asymptomatiques, enfin qui faisaient rien. Il y avait des gens qui avaient des formes légères, et puis il y avait des gens qui finissaient en réanimation. Donc c'est un peu la même chose quand il y a une consommation d'alcool pendant la grossesse. Alors, après, il y a des trucs logiques. C'est la médecine, c'est logique. Bien sûr, en fonction de la quantité d'alcool, il va y avoir des effets qu'on craint de plus en plus importants. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas définir un seuil minimal en dessous duquel il y aurait zéro danger. Moi, très clairement, je suis en consultation, je suis à peu près 300 enfants qui ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Parmi eux, il y a des enfants pour lesquels il y a eu une bouteille de rhum par jour et qui vont pas si mal que ça. Il y a des enfants qui ont eu un verre de vin par jour, prescrit par leur médecin parce que la maman faisait de l'anémie, hein.
Et cet enfant, il a 9 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Et cet enfant va très mal. Donc, on ne peut pas dire il y a une dose minimale sans risque et on va comprendre pourquoi et ça, c'est super important. Alors, toute consommation, c'est une prise de risque pendant la grossesse. La durée, c'est sûr que si j'ai consommé pendant 9 mois, on se dit quand même intuitivement qu'il y a plus de risques que si j'ai consommé, je ne sais pas, une coupe de champagne à Noël. C'est vrai. Mais bon, le mode d'alcoolisation. Mode d'alcoolisation, qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment je le consomme, cet alcool. Est-ce que je consomme un verre le midi, un verre le soir en mangeant mon fromage ou autre chose? Est-ce que je fais comme beaucoup de nos jeunes, malheureusement, jeunes hommes et jeunes femmes, et à La Réunion, on a un gros problème de consommation chez les jeunes filles. Alors, je suis pour l'égalité femmes-hommes, mais là, pas forcément dans ce sens-là. Et les filles ont quasiment dépassé les garçons en termes de consommation chez les adolescents. Donc ça pose évidemment problème. Et ce binge drinking, donc ces alcoolisations aiguës très importantes, vous pouvez rentrer, hein, sont extrêmement toxiques pour le bébé, et en particulier pour son cerveau. Pour le cerveau du bébé, c'est plus grave pour lui de se prendre 10 verres un samedi soir, et ça va vite, que d'avoir 2 verres le lundi, 2 verres le mardi, 2 verres le mercredi, vous m'avez compris. Et puis, alors ça, c'est la consommation. On pourrait dire la consommation, on peut maîtriser, en sachant que, hein, et on va dire, tous nos éducatrices qui travaillent avec nous savent que dans certaines situations, la consommation, elle n'est pas si simple à maîtriser. Quand vous consommez depuis longtemps, quand vous consommez parce que vous vous faites taper dessus à longueur de journée et des violences familiales, je veux dire, c'est notre quotidien dans ce problème de TESAF, c'est pas si simple que ça. Mais on pourrait dire, bon, on peut faire quelque chose, on peut bien évidemment aider ces femmes qui consomment à diminuer leur consommation. Et puis, il y a les trucs qu'on ne peut pas contrôler. Les trucs qu'on ne peut pas contrôler, alors moi, je suis une généticienne, alors je reviens à mes premières amours, la génétique. On n'est on n'est pas égaux, on ne naît d'ailleurs NAIT et on n'est pas N''EST, égaux vis-à-vis de l'alcool. On consomme la même chose, on ne va pas avoir la même alcoolémie les uns les autres ici dans 2 heures. Et ce n'est pas juste une question femme-homme. Pourquoi? C'est notre génétique. Et c'est les fameuses petites enzymes, les ciseaux dont je vous parlais, qui sont importants. Soit j'ai des ciseaux qui sont super efficaces, et ça, c'est mes gènes qui le déterminent. Dans ces cas-là, je coupe vite l'alcool. Si j'élimine vite l'alcool, il en arrive moins chez mon bébé. C'est logique. Si j'ai des ciseaux qui sont un peu feignants, l'alcool ne va pas être métabolisé, ne va pas être coupé. Il a le temps d'arriver chez le bébé. Donc et à ce moment-là, les signes risquent d'être plus graves. Donc ça, c'est le patrimoine génétique de maman. Et puis, il y a le patrimoine génétique de bébé. Et là, je vous ai mis une échographie où manifestement, même sans être gynécologue ou sage-femme, vous voyez qu'il y a 2 bébés. Les jumeaux. Les jumeaux, il y a 2 sortes de jumeaux. Il y a des vrais jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique. Et puis, il y a les faux jumeaux, ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Qu'est-ce qu'on observe? Et nous, on suit quelques fratries comme ça, de jumeaux. J'en ai encore revu. C'était des enfants que j'avais plus vus depuis 4-5 ans. Je les ai revus maintenant, ils ont 8 ans. Hein, ils sont à l'école primaire au Moufia, là, pas très très loin. Garçons et filles. La fille est très très. C'était des consommations massives toute la grossesse. C'est-à-dire, la fille, on va dire, n'a aucun signe physique. Et manifestement en CE1, ça va pas trop mal, j'en sais pas plus. Le garçon a une forme complète, ça se voit physiquement. Il a des malformations au niveau de son cerveau, au niveau de son cœur. Et sur le plan scolaire, c'est dramatique. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même patrimoine génétique, ce sont des faux jumeaux. Donc on se défend, ils se défendent plus ou moins bien par rapport à l'alcool. Ça, on ne peut pas prévoir. Est-ce que moi, future maman, j'ai le bon patrimoine génétique pour défendre mes enfants? J'en sais rien. Est-ce que mes enfants, ils ont le bon patrimoine génétique ou pas trop? On ne peut pas. Donc, zéro alcool. Et là, vous entendez bien le zéro alcool pendant la grossesse. Après, il faut toujours se poser la question, et ça, c'est mon côté fac de médecine, je dis toujours aux étudiants, mais posez-vous la question comme quand vous aviez 5 ans. Pourquoi? Il faut comprendre comment ça marche l'alcool. Je vous ai dit, il y a plusieurs façons. Les vaisseaux, ça peut tuer des cellules. Mais quelque chose de très important actuellement, c'est l'épigénétique. L'épigénétique. L'alcool, est-ce que ça modifie nos chromosomes? Non. L'alcool, ça ne donne pas de trisomie.
L'alcool, est-ce que ça peut donner des mutations, des fautes d'orthographe dans les gènes, comme la mucoviscidose, la myopathie? Non. Par contre, nos gènes, ils ont besoin toujours d'être allumés, éteints, allumés, éteints. Il y a un interrupteur sur nos gènes. L'alcool agit sur l'interrupteur au niveau des gènes. Comme d'autres produits pour lesquels ça pose aucun problème à chacun. Les pesticides, les perturbateurs endocriniens. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, l'alcool également. Donc, pendant la grossesse, on imagine bien que pour construire nos organes, il faut allumer les gènes. Quand c'est fait, on éteint. Et puis on rallume le gène à un autre moment. On éteint. Donc l'alcool va jouer sur l'expression des gènes. L'expression des gènes, c'est ça l'épigénétique. Et donc vous comprenez bien qu'un verre à un mauvais moment, par exemple là où le gène devait s'allumer, ça peut faire des choses. J'ai consommé à J30. À J30, je devais allumer tel ou tel gène. Il ne s'allume pas. Il y aura des malformations. J'aurais consommé la même chose la veille ou le lendemain. Ben, il n'y aurait peut-être rien eu. Après, on ne sait pas quand est-ce que nos gènes s'allument, ils s'éteignent, etc., etc. Donc, vous voyez tous les degrés d'incertitude. Et ça explique qu'il puisse avoir un spectre d'alcoolisation fétale. Alors, ça, sur les gènes, là, l'expression des gènes, OK pendant la grossesse. Mais il faut quand même se rappeler que les gènes, on en a la moitié qui viennent de notre maman et la moitié qui viennent de notre papa. Et je ne cesse de dire dans les médias, notamment la journée du 8 mars, il y avait Mireille Leget là, qui passait, le 8 mars, on me demande toujours de faire un article sur les TESAF. Il y a 2 ou 3 ans, on a fait les TESAF ne sont pas juste une histoire de bonnes femmes. Arrêtons de toujours culpabiliser ces femmes. Alors je dis ça depuis toujours parce que je dis ces femmes, elles consomment peut-être parce que monsieur, j'ai rien contre les messieurs, hein. Messieurs, il n'est pas toujours sympa. Parfois, monsieur, il est très très violent et il y a de l'alcool des deux côtés. Il y a de l'alcool chez monsieur qui est violent et il y a madame qui consomme pour moins sentir, pour moins pleurer, pour arriver à oublier tout ça. Donc dans les violences intrafamiliales, il y a quasiment tout le temps de l'alcool. Mais c'est pas seulement ça. Heureusement, on n'a pas que des messieurs ou des dames d'ailleurs violents, hein. Mais on a des messieurs qui peuvent consommer de l'alcool. L'alcool, il est toxique pour toutes nos cellules. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas toxique pour les spermatozoïdes. Les ovules, on ne sait pas trop. Très compliqué, les ovules, on n'en a pas beaucoup, on ne sait pas faire. Mais les spermatozoïdes, il y en a plein. Dans un éjaculat, il y en a plus de 20 millions. Donc c'est bon, il y a de quoi faire, on peut regarder. Et on a regardé chez l'animal et on a regardé chez des gentils messieurs qui nous ont laissé leurs spermatozoïdes alors qu'ils consommaient de l'alcool. L'expression de certains gènes importants pour le cerveau, pour le développement de certains organes, est altérée quand il y a une consommation d'alcool. Vous allez me dire combien? À peu près 2-3 verres par jour. Les 2-3 verres que je mettais là. On est plein à consommer 2-3 verres par jour, peut-être pas tous les jours, mais bon. Hein. Donc, ce n'est pas non plus des consommations, on va dire, dramatiques. Alors, pour les messieurs, ce que je dis toujours, c'est vous refabriquez vos spermatozoïdes tous les 3 mois. Vous avez cette chance. Nous, les ovules, on les a depuis qu'on était dans le ventre de notre propre mère. Ça veut dire quoi, ce que je dis? Ça veut dire que si on a envie de faire un bébé, madame, monsieur, c'est oui, 0 alcool pendant la grossesse. Madame, monsieur, hein, parce que si monsieur ne consomme pas, c'est quand même plus cool pour madame de ne pas consommer pendant 9 mois. Mais aussi, dès qu'on a un projet de grossesse, et là je plaide, et j'aime bien plaider pour ça ici dans ce salon, sur aussi une consultation préconceptionnelle qui pourrait faire le point avant une grossesse sur les consommations. Alcool bien sûr, mais aussi le tabac, les médicaments, faire le point sur le diabète, faire le point, plein de choses. Hein. Donc c'est 0 alcool pendant la grossesse, c'est 0 alcool dès qu'on a une envie de faire un enfant. Bien sûr, toutes les grossesses ne sont pas programmées, on est bien d'accord. Et quand on fait du binge drinking à 16 ans en soirée et qu'on a des rapports plus ou moins consentis, souvent plutôt mal que consentis d'ailleurs, ça ne va pas être programmé. Hein. Et moi, c'est 50% des enfants que je vois, leur maman a 16-17 ans, hein, et a su qu'elle était enceinte vers 3 mois et demi, 4 mois. Et pendant ce temps, elle a continué à consommer lors de fêtes, d'épisodes festifs pendant 3-4 mois. Hein. Et puis l'autre moitié de mamans que j'ai, c'est des mamans qui ont, c'est peut-être la même, 10 ans après, elle a 3 ou 4 enfants placés, elle va pas bien. Sur le plan familial, ça reste toujours très très compliqué. Elle est souvent dans la rue, elle est souvent très vulnérable et elle boit 1 litre de rhum, je ne mettrai pas de publicité, par jour.
Parfois, c'est la même, hein. Et on a perdu il y a 2 ans une dame, qui avait 32 ans, qui consommait depuis l'âge de 14 ans et qui a 4 ou 5 enfants qui sont tous placés, dont on s'occupe. C'est pas normal à La Réunion en 2023, c'est une honte. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Maintenant, vous avez à peu près tout compris. Alors, est-ce que la période de la consommation, c'est important? Oui. Ça ne va pas toujours donner la même chose également à cause de la période de la consommation. Pendant une grossesse, les 3 premiers mois, on va dire, je suis un embryon. Mon travail, c'est de fabriquer tous les organes. S'il y a de l'alcool à ce moment-là, il y aura des malformations des organes, il y aura des malformations du visage et bien sûr du cerveau. Donc on aura du physique et du mental. Si on consomme, s'il y a une consommation au 2e, 3e trimestre, à ce moment-là, les organes, ils sont déjà tous construits, sauf un, le cerveau. Donc le cerveau, il est fragile tout le long de la grossesse. Le cerveau, il est fragile à la naissance, hein, chez l'enfant, à 15 ans. Le cerveau, il arrête de se construire à 24 ans. Donc un cerveau d'adolescent, tout ce que je dis sur l'alcool, le cannabis, ça vaut pareil, hein. Donc le cerveau est fragile tout le temps, mais les autres organes sont déjà formés. Voilà. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas les signes physiques, vous aurez des signes mentaux. Et donc là, dans le premier cas, vous avez le SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale. Le chiffre en dessous, c'est la fréquence. Un enfant sur 1000. On reparlera de la Réunion après. Et puis à côté, vous avez ces enfants qui n'ont pas de signes physiques, mais qui sont cérébro-lésés. Ils ont un trouble neurodéveloppemental. Ils ont un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Et là, c'est pas 1 sur 1000, c'est 1 sur 100. Et 1 sur 100, c'est un chiffre plancher. Je vous assure que c'est plutôt peut-être 2 à 3%. Dans certaines régions du monde, c'est 10-15%. Je pense qu'à La Réunion, on est autour de 2 à 3%. Pour quelque chose qui était quand même évitable au début. Donc, quand on parle de troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, oui, c'est plus qu'un enfant sur 100 au niveau naissance. Donc, je vous le remets là. 1 sur 1000, la partie émergée de l'iceberg, ce que l'on peut voir, si on nous a appris à le voir. Donc, je peux vous assurer qu'à la fac de médecine de La Réunion, les étudiants, ils sont là, ils subissent comme moi 2 heures comme vous, 2 heures sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Moi, pendant mes études, on m'avait jamais parlé du syndrome d'alcoolisation fétale. Donc, vous vous dites bien qu'il y a plein de médecins qui ne connaissent pas. Parce que maintenant, on essaye de former de plus en plus. 1 sur 1000, le syndrome d'alcoolisation fétale, physique et mentale. 1 sur 100, ces enfants qui sont juste cérébro-lésés. Mais ce qui est important dans notre vie, c'est le cerveau, hein. Et puis, un point d'interrogation, c'est toutes ces grossesses qui se sont arrêtées parce qu'il y avait eu de l'alcool. L'alcool, on va dire, c'est toxique pour la femme, c'est toxique pour la grossesse, ça abîme le placenta. Le placenta, il ne fait pas juste que laisser passer, ça l'abîme. Donc ce placenta, il ne pourra pas faire les échanges maman-bébé comme il devrait faire. Ce placenta, il va vieillir plus vite. Donc il y a beaucoup plus de risques de prématurité. En plus, cet enfant, il naît trop tôt et il a toute la fragilité de la prématurité, hein. Et en plus, je veux dire, des consommations importantes de type, en particulier binge drinking, ça peut arrêter la grossesse. On ne sait pas combien, parce que comme on ne pose pas la question est-ce qu'il y a eu de l'alcool, on n'en sait pas. Mais un nombre de fausses couches important, certainement. À droite, je vous mets une question qui m'est toujours posée. Je disais tout à l'heure au Jardin de l'État, lors de la journée sans alcool, moi, quand je suis venue à La Réunion, ça fait 10 ans que je suis ici, on m'a dit, ah bah ouais, le SAF à La Réunion. Oh là là. Bon, on pourrait croire que oui, parce qu'il y a eu une belle étude qui a été faite en septembre 2018 par Santé publique France, c'est du sérieux, qui a regardé dans chaque région quelle était la fréquence du SAF. En fait, ils sont allés voir dans les dossiers des CHU si on parlait, vous savez, si vous rentrez à Belle-Pierre et que vous avez une appendicite, vous allez avoir un codage appendicite. Donc, est-ce qu'il y avait un codage syndrome d'alcoolisation fétale? Facile sur le papier. Bon, on a fait ça. Ah on est champion de France. Donc je regrette là, monsieur le directeur général de l'ARS n'est pas là, mais il m'entend très souvent lui dire, monsieur le DG, on est champion de France, aidez-nous. Bon, après, vous savez, il faut regarder les chiffres, hein.
En dessous, Haute-Normandie. Waouh, quand même, Haute-Normandie, ça consomme, hein. Nord-Pas-de-Calais, ouais, les ch'tis, bon, c'est un... Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Moi, j'ai passé 18 ans en Alsace avant de venir ici. Bon, ça met. Bon, bah oui, parce que l'alcool en France, c'est culturel, quelle que soit la région. Quand on fait pas du vin, on fait de la bière. Quand on fait pas du vin, de la bière, on fait du rhum, hein. Et on en reparlera. Donc, bon, on se dit, bon, c'est quand même bizarre qu'il y en ait moins. Tout en bas, c'est la Martinique. Martinique, quand même, ça ne vous pose pas des questions qu'il y en ait si peu de syndrome d'alcoolisation fétale, alors que ça ressemble quand même un peu à chez nous. Et puis, il y a du rhum pays. Et puis, du rhum pays qui coûte pas cher aussi. Hein. Et puis, quand même, une précarité, même si l'alcool, c'est dans tous les milieux, on est d'accord. Mais quand même. En Martinique, en fait, on y était allé avec David Mété, que vous connaissez certainement, il y a 6 ans maintenant. Ah bah, c'est très clair, ils ne connaissent pas le syndrome d'alcoolisation fétale. Quand tu ne connais pas la pathologie, comment tu veux que les chiffres apparaissent? Comment on fait le diagnostic de ces enfants? Ils ne sont pas dans les statistiques. Donc forcément, nous, je veux dire, et bien avant que moi j'arrive à La Réunion, qui est un centre ressources, il y avait déjà un certain nombre de médecins, Denis Lamblin, Alain Fourmatreau, qui s'étaient intéressés à cette problématique. Évidemment, on a continué à en parler, à en parler, à en parler. On les repère, ces enfants. Donc, ils sont dans les statistiques. Faut pas se leurrer, hein. Le reste de la France, hein, c'est les mêmes chiffres que nous. Sauf qu'ils ne connaissent pas et ils font rien. Hein. C'est-à-dire, je me retrouve à faire des formations dans l'Hexagone parce que pour l'instant, il n'y a rien qui avance. Alors, la Réunion, il y a peut-être beaucoup, oui, mais la Réunion, c'est le seul territoire qui se bat contre ce problème et qui avance. Et ça vaut quand même le coup, quoi. Je veux dire, c'est une bombe à retardement, ce problème. Parce qu'il ne faut pas considérer que les TESAF, c'est juste ce petit bonhomme qui vient de naître, qui a des soucis, et ça va s'améliorer. Vous savez, on dit souvent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. On y a plein pour les TESAF. C'est une bombe à retardement. Hein. Et ça fait suer parce que c'est évitable, hein, et que ça va donner des conséquences vraiment tout au long de la vie. Alors, ça donne quoi comme conséquence? Donc, les messages. Déjà, avec tous les éléments qu'on a, si on se dit zéro alcool en préconceptionnel, futur papa, future maman, arrêtez de mettre toute la charge mentale, s'il vous plaît, sur les mères, arrêtez de les montrer du doigt, arrêtez de les culpabiliser, alors que d'abord, on est tous responsables. Zéro alcool durant toute la grossesse, on est d'accord. Zéro alcool aussi pendant l'allaitement. Hein. Et pourquoi je le mets ça? Bah, évidemment, alors, au niveau du lait maternel, l'alcool passe moins que ce qu'on retrouve directement pendant la grossesse. N'empêche qu'on retrouve quand même de l'alcool. On n'a pas envie d'avoir un petit peu d'alcool, un tant soit peu, dans le lait du bébé. Comme je dis, l'alcool, c'est un toxique. Ça serait de l'arsenic. Vous seriez en train de dire, ah ben non, pas beaucoup. Non, mais un petit peu d'arsenic, un tout petit. Non. Donc c'est la même chose. Donc pendant l'allaitement, non plus. Et je dis ça parce qu'il y a eu une campagne faite par les alcooliers qui avaient décidé qu'ils feraient mieux que les professionnels de santé il y a à peu près 5 ans de ça. Leur campagne, le slogan, c'était « Un bon vin peut bien attendre 9 mois ». Un bon vin peut bien attendre 9 mois. C'est insupportable. Ça veut dire que d'abord, il y a beaucoup de femmes qui découvrent leur grossesse à 3 mois de grossesse. Avant de se savoir enceinte, elles faisaient comme si elles n'étaient pas enceintes. Toute la période d'allaitement, on s'en fiche. C'est bon. Et quand une personne est dépendante à l'alcool, vous pensez qu'elle s'arrête juste comme ça là pendant 9 mois et que non. Donc c'est insupportable. Laissez faire les professionnels de santé pour la prévention. Merci. Donc, un point important, c'est tous les milieux sont concernés, bien évidemment. On y pense plus dans les milieux précaires, on le repère d'autant plus. Et dans les milieux précaires, c'est la double peine, c'est la triple peine. Ces enfants vont cumuler les vulnérabilités, on en reparlera pour la prise en charge. Hein. Mais la consommation d'alcool, ça existe partout. Dès qu'on ne va pas bien, on prend de l'alcool. Quand on ne va pas bien, on peut être, on va dire, cadre supérieur, hein, ou on peut être dans la rue. Hein. Bien évidemment, dans la rue, il y aura d'autres facteurs qui vont se rajouter, mais ne stigmatisons pas uniquement cette population-là et surtout, pensons à poser la question alcool chez toutes les femmes, chez tous les couples.
Bien évidemment, quand on a affaire à des enfants qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, qui sont suivis par la PJJ. Moi, une fois par mois, avec le docteur Neka, on est en prison, en quartier mineur, on est en train de faire une étude là-bas. Il y a plein d'enfants qui ont un TESAF qui sont incarcérés. Est-ce leur place? Je ne pense pas, mais d'abord, on va montrer qu'ils sont là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, ces troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale? On va le voir rapidement avec la forme complète. Syndrome d'alcoolisation fœtale, des signes physiques, des signes mentaux. Les signes physiques, la croissance. Il y aura des problèmes de croissance. Cet enfant, il est plus petit, il a du mal à grossir. Des signes également physiques, la dysmorphie. La dysmorphie, c'est l'aspect du visage particulier et des malformations. Et puis le côté neurodéveloppemental, donc le côté cerveau. Alors, on y va pour la croissance. La croissance, c'est vrai que l'alcool, c'est une cause majeure de retard de croissance. Souvent, le gynéco, le médecin traitant, la sage-femme, ils pensent au tabac et ils ne posent pas la question alcool. Il faut absolument la poser. Cet enfant, une fois qu'il va naître, il n'y a plus d'alcool. Est-ce qu'il va bien manger? Pas sûr. Parce que pour bien manger, il faut avoir un cerveau qui vous permet de bien téter. La succion déglutition, c'est pas comme ça. Si on n'a pas de cerveau qui sait faire, ça marche pas. Et ces enfants ont souvent des problèmes qu'on appelle une dyspraxie bucco-faciale. Ils ont du mal à téter, que ce soit le sein de leur maman ou que ce soit un biberon. Ils auront du mal, même plus grand, à manger les morceaux. Hein. Donc à 2 ans, il est toujours en train de manger des purées et prendre des petits Suisses. Ça va pas. Un enfant qui ne mange pas bien ne parlera pas bien. Un enfant qui mange pas bien ne parlera pas bien. Ça veut dire qu'il faut de l'orthophonie précocement. Oui, je sais, on n'a pas assez d'orthophonistes. Les orthophonistes, c'est 1 an d'attente et ils ne les prennent pas avant 4 ans et demi. Ben ouais, mais là, il faut faire quelque chose. Je veux dire, hein. Je passe sur le côté placenta, je vous en ai déjà parlé. Sur le plan physique, bien sûr, il peut y avoir des éléments au niveau du visage qui nous mettent la puce à l'oreille, si j'ose dire. Ces éléments, ben, on apprend à nos médecins, à nos sages-femmes, à tous nos professionnels à les repérer. Ces éléments, c'est intéressant parce que ça permet de faire le diagnostic tôt. Hein, et aider tôt un enfant, c'est lui donner les meilleures chances. Après, vous n'oubliez pas, s'il n'y a pas la dysmorphie, ça ne veut pas dire que son cerveau n'est pas lésé. J'ai des comptes rendus qui sortent même encore du CHU en disant cet enfant il va très bien, il a échappé à l'alcool. Ouais, ben on verra quand il sera en CE1, CE2. Là, je pourrais vous dire si tout va bien à l'école, si vraiment il a échappé à l'alcool. Donc les signes, je passe rapidement, mais c'est souvent des petits yeux. Et puis la région qu'on regarde, c'est la région en fait entre le nez et la lèvre supérieure. On a normalement un philtrome. Le philtrome, il y a un sillon, un creux au milieu, il y a des crêtes de chaque côté. Ne vous regardez pas, n'accusez pas vos mamans. Mais là, hein, et vous regardez la lèvre supérieure. Hein. Ici, on n'a aucun élément qui me fasse penser au SAF. Le philtrome est court. Il est bien marqué, il y a un sillon au milieu, il y a des crêtes de chaque côté, la lèvre supérieure fait la même hauteur que la lèvre inférieure. Je ne dis pas que cet enfant n'est pas cérébro-lésé. Il n'a pas la dysmorphie du SAF. En haut, vous l'avez totalement. Un philtrome qui est long, une lèvre supérieure qui est toute mince. Vous voyez quand même comment l'alcool peut modifier un aspect du visage. Donc maintenant, vous comprenez sur les autres organes et sur le cerveau. C'est tout. Et puis ce philtrome qui a complètement disparu. Hein. Donc ça, ces éléments-là nous permettent, quand ils sont présents, avec évidemment le problème de croissance également, de porter le diagnostic de SAF. Et puis, il peut y avoir des malformations. Je passe très vite. Toutes les malformations peuvent exister. Le cerveau, bien sûr, le cœur, les reins, le reste du visage, le squelette. L'alcool ne choisit pas. L'alcool, il arrive à un moment où un organe se développe. Et puis surtout, ce qui est important, pardon pour le décalage, c'est le cerveau. Hein. Donc, on a des enfants qui vont avoir aucun signe physique. Mais par contre, au niveau du cerveau, on va pouvoir voir au fur et à mesure qu'il grandit des signes éventuellement apparaître. Parfois, c'est très grave dès le début, des problèmes de tonus, d'alimentation, un enfant qui a un retard. Parfois, c'est pas si évident et ça va être au cours de la maternelle, il tient pas bien en place, il parle pas bien. Et puis même des fois au niveau du primaire, c'est l'école primaire CP CE1. Donc moi, je suis rassurée quand tout va bien en CE2. Là, je me dis quand même, on lui demande tellement de choses en CE2 au cerveau de cet enfant que s'il y avait eu de l'alcool et s'il y avait eu des conséquences, ça devrait se voir. Les conséquences, c'est quoi? Il peut y avoir un retard mental, une déficience cognitive, mais pas toujours, une fois sur deux.
Par contre, ce qu'il va y avoir toujours, c'est des conséquences au niveau des apprentissages qui vont faire qu'à l'école, ça va être compliqué. En particulier, je ne vous mets pas tout, mais des gros problèmes de mémoire. Dans notre cerveau, on a un organe qui s'appelle l'hippocampe qui est construit pour notre mémoire. La mémoire de ce qu'on apprend le lundi, être capable de le dire le mardi. La poésie que j'ai appris lundi soir, que j'ai passé 2 heures avec mon assistante familiale à apprendre, je ne la sais plus le mardi. Et on vient me dire, ah, t'as pas fait d'effort. Donc la lenteur également. Lenteur pour comprendre, lenteur pour imaginer qu'est-ce que je dois faire pour répondre à la question, et lenteur même au niveau moteur. Parce qu'il peut y avoir, il faut bien imaginer que l'alcool a empêché des routes qui devaient se construire dans le cerveau de se construire normalement. Notre but, ça va être de faire des déviations, hein. L'orthophonie, déjà, je vous en ai parlé, c'était pour ça. Et puis également des difficultés vraiment à généraliser tout ce qui est abstrait, la soustraction. La multiplication, c'est l'horreur. La multiplication, le foie, c'est abstrait. Il faut apprendre l'étape par cœur, la mémoire. Voilà. Pour ça que je parlais du CE2, entre autres. Arriver à planifier pour être à l'heure à mon rendez-vous devant mon DRH. Il faut que je dois y être à 9 h à Sainte-Clotilde, j'habite au port, il faut que je prenne un bus jaune à telle heure, que je change, etc. Donc tout ce rétro-pédalage, c'est très compliqué. Et puis il y a également des troubles du comportement. Et les familles nous disent finalement le plus gros problème, quand ils grandissent, c'est presque le comportement. Avec des problèmes d'attention, des problèmes d'hyperactivité. On parle souvent de TDAH. Je ne dis pas que tous les enfants qui ont un TDAH ont un TSAF. Mais tous nos TSAF ont pratiquement un TDAH. Plus de 90%. Il y a des études qui ont été faites par les pédopsychiatres, notamment chez nous, mais Michel Spodonkiewicz, qui vont dans ce sens-là. Tout ce qui va être dysrégulation émotionnelle. Dysrégulation émotionnelle, c'est la régulation émotionnelle, c'est savoir se contrôler. Alors à 2 ans, notre enfant, il ne se contrôle pas, hein. On lui dit non, il est en train de trépigner au niveau du supermarché, etc. Mais à 7-8 ans, ça doit s'améliorer. À 10-11 ans, ça doit aller beaucoup mieux. Bon, à 14-15 ans, il est ado, tout. Mais bon, il sait se contrôler, mais il n'a plus envie de contrôler parce qu'il faut faire suer les parents, la société, etc. Hein. Donc, mais quelque part, il est dans le contrôle. Des enfants qui sont également très influençables. Hein, l'influençabilité. Donc l'influençabilité, quand vous avez à côté de vous des personnes qui font bien, c'est très bien. Parce qu'en plus, ils sont très dans l'imitation. Quand vous avez à côté de vous des personnes qui ne font pas bien, vous voyez évidemment le problème. Des enfants également qui ont vraiment des difficultés pour tout ce qui est code de la vie en société. Et c'est ça le problème du TESAF. C'est d'avoir des jeunes qui ne vont pas être capables de s'intégrer dans notre société, que ça soit tout ce qui est vie affective, vie familiale, vie professionnelle, malgré parfois un quotient intellectuel normal. Ici, une diapo que j'aime bien, on va finir bientôt. Ce jeune, il a 18 ans. Il n'a aucun signe physique. Il a un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Je m'attends, je ne sais pas, professeur, employeur, ami, famille, à ce qu'il fonctionne comme un jeune de 18 ans. Je lui demande des choses que je demanderais à tout jeune de 18 ans. Ça ne se voit pas sur son visage. Comment il fonctionne? Expression orale, c'est comme s'il avait 21 ans. C'est un peu ambitieux. Mais c'est pas loin. Cet enfant, il parle bien. Nos enfants, ils ont tous besoin d'orthophonie. Mais finalement, on va voir qu'avec l'âge, ça ne va pas être le gros problème pour eux de parler. Ils causent, ils chassent trop même d'ailleurs. Quand il ne sait pas d'ailleurs, il va inventer. Quand il ne sait pas, il va inventer. Au commissariat, ça peut poser problème, ça. Hein. Bah. Par contre, le problème majeur, c'est la compréhension orale. Quand vous lui causez, il comprend comme s'il avait 6 ans. Ça serait un enfant qui a une trisomie 21, j'écrirais 12 là. 6 ans. Donc oui, on peut aller moins bien qu'un enfant trisomique 21 quand on a le SAF ou les TSAF. Concept temps-argent. Il a 18 ans, on lui donne de l'argent, il est majeur. Il va falloir qu'il se dépatouille avec son argent. C'est comme s'il avait 8 ans. Donc nous, notre problème, et j'en parlais dans une réunion à la préfecture il y a 15 jours, devant Madame Denisot, procureure, c'est vraiment de mettre en place des mesures de curatelle, tutelle à cet âge-là. Maturité émotionnelle, 6 ans. Physiquement, il a 18 ans.
hein. Compétences sociales, autonomie de vie, 7 ans, 11 ans. Donc le drame, il est là. Ça veut dire que ces enfants, il y avait la ministre en charge des personnes handicapées qui était venue nous voir en décembre 2022. Je lui ai dit, Madame la ministre, si on ne fait rien, parce qu'avec ça, on a tous envie de pleurer, hein, mais si on ne fait rien, c'est garanti sur facture. Ces enfants, notamment les garçons, à partir du collège, vont fuguer, on bâche les cours, comme ils me disent, vont fuguer, vont se retrouver dans la rue, vont se retrouver un peu plus tard dans les services de psychiatrie, dans les services d'addictologie du CHU, dans nos rues, à Domageau. Et c'est pour ça qu'on va les voir à Domageau. Donc stop. Hein, si on ne fait rien, parce que j'ai parfois quelques médecins, j'ai quelques médecins qui disaient, mais finalement, à quoi ça sert? Le mal est fait. Le mal est fait. Un enfant trisomique 21 qui naît, on s'en occupe pas? On le laisse dans son coin? Le mal est fait, il a un chromosome en plus? Insupportable. Mais oui, si on ne fait rien, et vous avez compris le problème, plein d'enfants ne sont pas diagnostiqués parce que ça ne se voit pas. Eh bien, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Ça ne va pas aller en s'arrangeant physiquement, hein, parce que les problèmes de croissance, les malformations peuvent faire évidemment parler d'eux. Il peut y avoir de l'épilepsie qui apparaît à l'âge de 10 ans, 10-11 ans. Et sur le plan surtout psychologique, les choses vont s'aggraver avec un enfant qui perd pied, qui se décourage, qui perd toute estime de lui à l'école, qui ne va plus faire parce qu'il n'arrive pas à faire et il a envie de masquer le fait qu'il n'arrive pas à faire. Donc découragement, refus scolaire, opposition, fugue, on va dans la rue, on est très influençable, conduite à risque, et je boucle la boucle avec l'alcool. Et on a plein de nos jeunes qui vont aller très très vite à la consommation d'alcool. Et rappelons-nous que leur cerveau s'est fabriqué avec de l'alcool, leur cerveau a une appétence pour l'alcool et leur cerveau risque d'être encore plus à l'adolescence touché à cause de l'alcool. Ils deviennent plus vite dépendants. C'est vraiment la triple peine. Hein. Et donc, le problème de démêler avec la justice, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la protection judiciaire de la jeunesse ici. Donc, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis qui disait un peu la même chose que nous. Elle avait suivi Madame Stressgut, une pédiatre, 500 enfants pendant 30 ans, et elle constate que 61% ont interrompu l'école à 12 ans. Le collège, c'est dramatique. Enfin, pour eux, pas de façon générale. Hein. Bon. 60% des problèmes judiciaires, 60% de mes usages d'alcool, 80% de dépendance sociale, et en plus, ça coûte très cher. Ça, je le mets quand on veut des sous pour le centre ressources, le centre diagnostic, nos éducatrices. Mais en plus, ça coûte très très cher à la société. Parce que l'éducation, parce que les frais médico-sociaux, parce que les frais de justice. Voilà. Donc, alors, je remets juste celle-là. Il faut lire les choses à l'envers. Le verre à moitié plein, non, c'est pas terrible comme. Bon. 60% de problèmes judiciaires. Ça veut dire quand même que 40% n'en ont pas. Donc c'est quand même intéressant d'aller regarder ceux qui s'en sortent mieux. Ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont un foyer stable. Nos enfants, malheureusement, et on parlait des vulnérabilités rajoutées tout à l'heure, quand ils sont dans des familles très compliquées, dans la rue, très précaires, évidemment, ça se rajoute. Et donc, je m'entends très bien avec les collègues pédopsychiatres qui disent que c'est du psychotrauma. Bien sûr, ces enfants ont aussi un psychotraumatisme. N'empêche qu'ils ont eu également de l'alcool pendant la grossesse qui a pu leur abîmer leurs organes. On peut travailler ensemble. Hein. Ce n'est pas des kermesses. Hein. Le maintien au sein d'une même famille, oui, c'est merveilleux. Moi, je vois des enfants qui, à 5 ans, en sont à leur 3e assistante familiale et leur 2e visite au foyer, qu'on a séparés de leurs frères et sœurs. Absence de mauvais traitement. Moi, quand j'ai un petit loulou de 5 ans qui me regarde il y a 3 semaines et qui me dit « Toi, je vais te violer », ça surprend, non? C'est qu'il l'a quelque part entendu. J'espère qu'il ne l'a pas vu. J'espère qu'il ne l'a pas subi. Hein? Un accès aux services pour les personnes atteintes de déficience du développement, ça c'est nous. C'est qu'on puisse les repérer tôt pour les prendre en charge tôt. Et ça change tout. Et je peux vous assurer que ça change tout. Moi, je vois des bouts de choux de 3-4 mois dont la maman a bu 1 litre de rhum par jour, où je me dis « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu !» Et pourtant, qu'est-ce que je suis optimiste, moi. Et quand à 4 ans, je suis en moyenne section, enfin dans la classe de moyenne section à la montagne, et qu'on est en train de discuter que ça serait peut-être bien quand même qu'il ait l'AESH pour rentrer en grande section, eh bien, on se dit qu'on a fait un sacré bout de chemin et que tout ça, c'est gagné. Donc, un diagnostic avant l'âge de 6 ans.
et puis un milieu scolaire bienveillant. Et là, je remercie vraiment tous les services éducatifs du rectorat. Docteur Messaneka, qui est au premier rang, passe son temps à aller former tout le personnel de l'éducation nationale, comme on a formé également les assistantes familiales, les services du conseil départemental, les PMI, l'ASE, parce qu'il faut que tout le monde prenne sa part dans ce problème. Alors, les pistes d'accompagnement, est-ce qu'on peut guérir du SAF? Non, on ne peut pas guérir du SAF. Mais on peut vraiment compenser certaines difficultés. Et là, il ne faut pas s'en priver, quoi. Hein. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre en place des équipes, travailler en équipe. Et ce n'est pas des choses pharaoniques très compliquées. Hein. Nos enfants, ils ont besoin, comme n'importe quel enfant qui a une anomalie du neurodéveloppement, de kiné, de psychomotricité. Vous allez me dire, c'est dur pour avoir. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas les réclamer. Et justement, en montrant que ces enfants existent, on a plus de poids pour les réclamer. L'orthophonie, oui, c'est l'horreur, il n'y a pas d'orthophoniste. On va essayer de mettre une école d'orthophonie en 2025 sur un campus Est à Saint-André. Ça, c'est la doyenne de la fac de médecine qui s'y engage. Un suivi pédopsychiatrique, psychologique. Voilà de quoi ils ont besoin, nos enfants. Le problème, c'est que les prises en charge médicales, médico-sociales des enfants qui sont différents actuellement, à La Réunion, comme dans l'Hexagone, ça devient catastrophique et j'ai très peur. Quand on n'a plus de médecins dans les CAMS, ça pose quand même un problème. Quand il faut attendre 1 an et demi, 2 ans pour avoir des séances d'orthophonie, malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place avec la meilleure volonté du monde les uns et les autres, c'est une perte de chance majeure. C'est même une non-assistance à personne en danger. Et je pense qu'il faudrait l'écrire comme ça. Il y a les enfants, il y a les mamans. J'ai plus que 2 diapos. Il y a ces mamans, ça permet aussi, tout ça permet aussi de changer le regard, de voir ses enfants de façon différente. Moi, j'ai passé toute ma scolarité, je ne savais pas, hein, entre le CP et le CM2 avec 2 enfants, jumeaux, garçon-fille, qui avaient un SAF. Et je peux vous dire que leur scolarité, ce n'était pas évident. C'était dans les années 80. Je peux vous dire que le garçon qui était turbulent, agité, pourtant qui avait plein de capacités intellectuelles, ben, je peux vous dire que, bon, la violence physique, il a connu. Et ben, maintenant, il a le même âge que moi, c'est-à-dire plus de 50 ans. Et il dit, j'espère que mes enfants ne subiront jamais ce que moi j'ai subi. Donc on est content quand on va dans les écoles, enfin, parce qu'avant, les médecins ne rentraient pas dans les écoles. Mais il y a les mamans, ces mamans qu'on monte toujours du doigt, bah, c'est elles. Et vous savez, cette maman, elle se rend la première responsable. C'est quand même moi qui l'ai consommé, c'est quand même moi qui ai bu. D'accord. Mais est-ce que le médecin, il t'a dit que c'était pas bon? Est-ce que la sage-femme t'a dit? Est-ce que quelqu'un s'est occupé de toi? Ton mari qui te tabasse tous les soirs, est-ce que quelqu'un s'est occupé de lui, etc., etc. Moi, je noie la responsabilité. Je la dilue, cette responsabilité. Hein. Donc, cette maman, voilà, il faut comprendre qu'il y a des circonstances qui ont pu faire que certaines ont une addiction. L'addiction, ce n'est pas une question de volonté. L'addiction, c'est une maladie et il faut la prendre en charge dans notre pays comme telle. Non, elle n'essaie pas simplement de profiter du système. Si les enfants lui tenaient vraiment à cœur, elle changerait. On croit qu'on change comme ça. Bah, je crois que c'est. Alors, c'est dur. Il y a quand même plusieurs diapos, quoi. C'est dur en France de changer. Non, mais en France, c'est en France que le SAF a été découvert. 1968. On est quand même 50 ans plus tard et on est complètement à la traîne maintenant par rapport aux autres pays. Hein. Donc l'immobilisme est en marche, rien ne pourra l'arrêter, j'adore cette phrase. Mais si on essaye de faire quelque chose, mais si, Trifon Tournesol, on entend quand même des choses. Alors ça bouge un petit peu au niveau de l'État, un peu, pas beaucoup, et les lobbies alcooliers, pensez bien qu'ils sont plus forts que nous, mais il va falloir que ça change. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous, on se réveille. Quand on n'arrive pas à faire grossir un pictogramme alcool sur une bouteille de vin, je ne dis pas que le pictogramme fait tout, mais ça montre quand même déjà quelle est leur puissance. Hein. Et ça montre, si finalement ça servait à rien du tout, je ne pense pas qu'ils mettraient autant d'énergie pour empêcher qu'il grossisse, ce pictogramme. Les publicités ici à La Réunion, la fête des mères où vous avez dans votre boîte de lettres plein de dépliants avec du champagne rosé parce que c'est les filles, c'est insupportable. Donc on a pu nous mettre à La Réunion en place quand même un plan. Hein, c'était en 2015 qu'on s'est tous réunis
Et on a sorti en 2016, donc dans le cadre de tout un plan de lutte contre le syndrome d'alcoolisation fœtale et les troubles associés, donc un plan qui comprenait un axe qui était de mettre en place un centre ressources. Donc le centre ressources, c'est nous, là. Donc c'est 2 médecins, hein, c'est une équipe d'éducatrices ou plutôt médico-sociales, c'est une équipe également administrative. Donc les noms, vous les avez, puis surtout, vous nous avez devant vous. Hein. Le but, c'est de faire des formations partout. Partout, partout, il y a tout le monde. Ce que je viens de dire là, je le dis exactement pareil. Un peu plus long des fois, j'ai de la chance, mais aux médecins. Je le dis pareil aux infirmières, aux sages-femmes, aux assistantes familiales, aux AESH qui vont s'occuper des enfants. On dit exactement la même chose. Il faut tous qu'on ait un background d'information commune. Il faut et il faut comprendre. Pourquoi je vous parlais de l'épigénétique, c'est que si on n'a pas ça, on n'arrive pas à comprendre finalement pourquoi il est si mauvais que ça, cet alcool, quand même, qui est dans toutes nos sociétés. Donc, on fait de la formation et puis on accompagne. Et c'est vrai qu'on a pris une orientation ces derniers temps, beaucoup plus d'accompagnement des enfants, d'accompagnement des familles. Et c'est important que, bah, par exemple, quand la petite dame, elle vient avec son enfant et que je lui explique quelles sont les difficultés, qu'ensuite on ait une éducatrice qui puisse lui redire en créole, des fois ce que je ne sais pas faire, hein, l'accompagner dans les démarches qu'elle va avoir à faire pour ses enfants, insister quand son enfant il est en liste d'attente en orthophonie, et puis faire le lien avec elle, avec les frères et sœurs, avec la famille, dans son environnement. Hein. Donc ça, on a la chance et on est les seuls en France à avoir mis en place un centre ressources comme celui-là. On fait aussi de la recherche, on fait aussi des choses, mais c'est surtout ça l'important. On a mis, ça c'est nous. On a mis quand même en place également à La Réunion, j'en dis juste un mot, un centre diagnostic au CHU, financé par l'ARS, qui permet de faire vraiment le diagnostic de ces enfants. Dès qu'on suspecte, dès qu'on repère, on fait un diagnostic complet. C'est très utile pour faire ensuite un dossier MDPH pour demander des aides, pour demander des aménagements à l'école. Donc il faut qu'il y ait ce dossier-là. On va dans les écoles également. Je me fais à peu près une réunion d'équipe de suivi de scolarisation. Quasiment tous les 15 jours, je commence à connaître toutes les écoles de La Réunion. Mais c'est comme ça que vraiment qu'on avance. Donc en conclusion, j'espère vous avoir vraiment convaincu, sinon je vais me coucher, que la consommation d'alcool pendant la grossesse, déjà c'est une grossesse à risque avec un S à risque. La femme, parce que n'importe qui consomme de l'alcool, de toute façon, prend un produit qui est toxique pour lui. Hein. Ça peut être un très bon produit. J'adore le Gewürztraminer vendange tardive. Il n'y a rien de meilleur. J'ai passé 18 ans en Alsace. Il faut être clair. Mais c'est un produit toxique. Point barre. Je ne suis pas une hygiéniste. Je consomme de l'alcool. Je n'ai pas bu pendant mes grossesses. Pour la grossesse elle-même, déjà, le risque de fausse couche, le risque de prématurité. Et ça, les femmes ne savent pas. Je pourrais rajouter pour la femme, on est en octobre, octobre rose, le risque majeur de cancer du sein. L'alcool est un facteur de risque majeur du cancer du sein, c'est encore mal connu. Donc quand je vois des alcooliers faire des trucs d'action caritative, entre guillemets, de vente de vin en octobre, ça m'irrite. Et puis bien évidemment, pour le futur enfant, sont les TESAF. Donc il faut systématiquement, y penser, notamment chez un enfant qui a comme ça des difficultés à l'école, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement. Alors non, c'est pas trop coupé. C'est important d'avoir repéré cet enfant pour lui, pour le prendre en charge, pour l'accompagner. Cet enfant, très souvent, il a des frères et sœurs. Et on a des grandes fratries à La Réunion, vous le savez bien. Donc en repérer un, c'est repérer les autres. Repérer lui et ses frères et sœurs, c'est repérer sa maman. Quelqu'un s'en occupe de cette maman, à part dire que c'était pas bien qu'elle boive pendant sa grossesse? Quelqu'un s'en occupe vraiment? Dire quand on a des femmes qui meurent à 32 ans de l'alcool à La Réunion, c'est pas possible. Et puis c'est s'occuper également de monsieur et de toute la famille. Donc juste le repérage, c'est pour ça qu'on se bat là-dessus, c'est important. Et bien évidemment, je veux dire, le rôle majeur de la prévention primaire que l'on fait également chez nos jeunes, je ne l'ai pas mis là, mais on va essayer de faire vraiment une action avec, donc c'est la préfecture, la Mildeka,
l'ARS et le rectorat, de former nos collégiens, de former nos lycéens, en particulier quand en cours de SVT, on leur parle de la grossesse, de leur parler de ce problème-là, pour qu'ils connaissent ce problème et qu'ils soient capables, on va dire, de retravailler entre eux, entre pairs, entre jeunes, hein, cette problématique pour aller en discuter entre eux. C'est bien plus efficace si un collégien parle à un autre collégien, un lycéen, un autre que si c'est nous qui le faisons, hein. Et donc, avec vraiment, on va dire, une thématique, l'alcool, sur un cerveau qui se construit, de toute façon, c'est toxique, que ça soit pendant la grossesse, que ça soit pendant l'enfance, que ça soit pendant l'adolescence, et même après, de toute façon, ça reste toxique. Et je pense que c'était... Voilà, je vous mets 3 photos. Ces photos, alors vous pouvez les retrouver sur Internet et avec plein de documents qui sont extrêmement utiles, pertinents et justes sur le plan scientifique, parce que Meissa et moi, entre autres, on est dans le conseil scientifique. C'est une association qui s'appelle Vivre avec le SAF. C'est une association dont la présidente est en métropole. Elle a adopté il y a 30 ans un jeune homme de Pologne qui a le syndrome d'alcoolisation fœtale. Le diagnostic a été porté quand il avait 19 ans, quand il est parti un peu pour prendre l'air, pour soulager la famille au Canada. Et au Canada, le diagnostic, il a été fait en 2 jours par le chauffeur de bus. Et nous, il avait vu 15 pédopsychiatres, 15 neuropédiatres, voilà. Donc c'était bon, c'était il y a plus de 10 ans. Bon, j'espère qu'on a progressé, mais quand même. Donc vivre avec le SAF, vraiment aller sur le site. 3 exemples d'enfants, d'adolescents, d'adultes pour lesquels ça ne se voit pas physiquement. Très difficile. Je n'arrive pas à m'habiller toute seule, j'ai toujours besoin de m'agiter, tout s'en mêle dans ma tête, j'oublie tout ce que j'apprends, un rien me stresse, mon cerveau a été abîmé par l'alcool, le comprendre, c'est m'aider. J'apprends plus lentement, ça me met en colère, je choisis mal mes copains, je ne comprends pas les règles, je refais toujours les mêmes bêtises, je multiplie les conduites à risque, me comprendre, c'est m'aider. J'arrive toujours en retard, je suis désorganisée, je suis impulsif, colérique, j'arrive pas à gérer mon budget, la vie m'angoisse, je me réfugie parfois dans l'alcool. Mon cerveau a été abîmé par l'alcool avant ma naissance. Le comprendre, c'est m'aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé pendant 1 heure, j'aurais dû mettre ça uniquement. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est là encore avant qu'on se fasse dégager par les services. Demain matin aussi, on sera là et vous pouvez nous trouver de toute façon. Je pense que tout a été enregistré et qu'il y a également donc toutes les coordonnées du centre ressources et on a peut-être également quelques documents à vous donner. Merci à vous.